Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Picardie. Nous poursuivons nos débats consacrés aux élections législatives. Après Loise-Hélène, cap sur la Somme et sa première circonscription. Terre de gauche, c'est l'histoire qui le dit. Députés communistes et socialistes s'y sont succédés depuis 1962. Le redécoupage de 2010 a accentué cet ancrage en créant un espace allant d'Amiens à Abbeville. En 2017, François Ruffin a été élu à la tête d'une coalition préfigurant l'alliance actuelle. Il a baptisé son mouvement Picardie debout et est devenu le trublion de l'Assemblée. Le député reporter, comme il s'est lui-même surnommé, brigue un second mandat. 9 candidats sont en lice pour ce scrutin. 5 d'entre eux sont avec nous. Les présentations avec Marie-Gaëtane Comte, journaliste à France Bleu Picardie, qui animera ce débat avec moi. Bonsoir Marie-Gaëtane. Bonsoir à tous. Et vous venez de parler du député sortant François Ruffin, sous la bannière Picardie debout, qui est le candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Le candidat de la majorité présidentielle est Pascal Riflard pour Ensemble, médecin, président du pôle métropolitain du Grand Amiénois. La candidate du Rassemblement national s'appelle Nathalie Ribéro-Billet. Elle est conseillère régionale. Pour le parti Reconquête, nous sommes avec Pascal Scribe, entrepreneur, et Jean-Patrick Baudry est le candidat Lutte ouvrière. Il est professeur de mathématiques en région parisienne. Je complète cette liste avec les 4 autres candidats en lice. Mathilde Roy pour les Républicains et l'UDI, Pascal Fradcourt pour l'Alliance centriste, Noé Boxoun pour Debout la France et Thierry Jean Deplache représentera le parti animaliste. François Ruffin, vous avez transformé ce mandat en tribune, notamment à l'Assemblée. Bien sûr, on va rappeler 3 moments en images. Décembre 2017, le maillot de foot d'Aucourt fièrement exhibé au perchoir pour défendre le sport amateur et ses bénévoles qui font vivre les clubs. La fête à Macron, organisée en mai 2018, place de la Bastille à Paris, avec des dizaines de milliers de participants. Le drapeau Picardie debout est brandi dans la capitale. Emmanuel Macron, vous lui avez parlé aussi directement chez Whirlpool en 2019, ce qui était anciennement Whirlpool. Il y revient et vous lui demandez de reconnaître que l'État s'est fait avoir. Les projets de reprise ont périclité. Alors tout de suite, une première question pour vous, Pascal Riflard. Face à ce candidat, ce personnage, est-ce que vous pensez être de taille ? De taille, dont je ne suis pas le corps d'athlète qu'a François Ruffin, ça c'est sûr, mais de taille psychologique, de taille politique, d'expérience, oui. Je pense que mon histoire personnelle, mon engagement personnel, mon parcours personnel font que je suis forcément plus proche des gens qui est censé descendre François Ruffin qu'il ne l'est lui-même. Donc moi je crois à une forme de sincérité, une forme de conviction et mon engagement prouve très bien que je suis là, absolument là pour servir. Vous savez, tôt ou tard, les électeurs finissent par le comprendre et le reconnaître. Donc, c'est à lui qu'il faut demander s'il a peur de moi ou s'il n'a pas peur de moi. C'est pas à moi. Moi, j'ai peur. J'ai certainement pas peur d'affronter qui que ce soit. Et vous non plus, vous n'avez pas peur, François Ruffin ? Non, moi, vous savez, mon objectif, c'est de continuer à être une caisse de résonance. Et ça a fonctionné au-delà de mes espérances, c'est-à-dire que les gens qui ne sont rien, dont a parlé Emmanuel Macron, les auxiliaires de vie, les agents d'entretien, les travailleurs du bâtiment, les ouvriers, ils aient une voix qui soit portée là-bas et qu'au-delà de ça, on puisse avoir une utilité. Moi, je tiens à dire quand même que dans ce mandat, il y a eu des victoires qui ont été obtenues, même si on est dans l'opposition. La prime Covid a été obtenue pour les auxiliaires de vie sociale et c'était contre l'avis du président de la République au départ. On a sauvé 3 collèges dans le département, un à Audemars-en-Ponthieu, un à Feuquier-en-Vimieux, le collège Guy Maréchal à Amiens. Et surtout, on a battu la retraite à points de Macron. Et moi, je viens ici pour dire qu'on sera là pour battre la retraite à 65 ans de Macron. Et que pour ça, il faudra des députés qui soient présents jour et nuit et possiblement le week-end, comme on l'a été pendant le précédent mandat. Alors vous présentez vos réussites, mais vous dites aussi que vous êtes un challenger, bien que vous soyez le député sortant, face au score du Rassemblement national à la présidentielle. Nathalie Billet-Ribéro, le Rassemblement national a été crédité de plus de 30% des voix au premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous vous sentez dans la peau de la favorite dans cette circonscription ? Mais écoutez, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je crois aux électeurs, je crois aux gens qui ont voté Marine Le Pen. Et je suis très proche des gens, je circule dans toute la circonscription. Et j'ai bon espoir, oui, que les électeurs de Marine Le Pen, les abstentionnistes, les personnes qui hésitent, se bougent le 10, 12 et 19 juin pour faire élire l'opposant à Emmanuel Macron. Pascal Scribe, vous êtes le candidat de Reconquête. Quand on voit le score d'Éric Zemmour à la présidentielle, un petit peu plus de 5%, vous vous sentez légitime face à François Ruffin, le député sortant ? Je pense que tout le monde est légitime. Je pense qu'on a tous sa place. Maintenant,
Je dirais que nous, c'est une vague montante. On n'a plus qu'à continuer. Le combat va continuer de toute façon après les législatives, donc il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager au sein de Reconquête ? Au sein de Reconquête, c'est la colère et la résignation. La colère d'une France, la liquescence de la France, elle est en train de tomber, on le ressent. Moi-même, actuellement, je suis tombé. Donc, je suis avec un RSA actuellement. Donc, je vis avec un RSA de 519 €. Aujourd'hui, ça fait depuis le 1er janvier 2001 que je suis au RSA. Évidemment, j'ai recréé une nouvelle société. Mais oui, parce que vous étiez patron d'entreprise. Vous nous expliquerez plus en détail tout à l'heure, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Reconquête, c'est un nouveau parti. Éric Zemmour a porté les valeurs de la France. Et il est sincère dans son constat et malheureusement, il dit vrai. Alors aujourd'hui, voilà mon constat et c'est pour ça que je le suis. Cette même question pour vous, Jean-Patrick Baudry, candidat lutte ouvrière. Nathalie Arthaud a fait moins de 1% dans la première circonscription de la Somme. Est-ce que vous pensez avoir une chance d'accéder au Palais Bourbon ? Ou ce n'est pas forcément l'objectif de lutte ouvrière ? Non, moi je me présente pour faire entendre le camp des travailleurs et pour affirmer que la situation économique, elle se dégrade, elle continue à se dégrader et ce qu'on va connaître dans les mois et les années qui viennent, ça sera une politique qui ressemblera à celle qu'on a connue ces derniers mois, ces dernières années. Et ces derniers mois, ces dernières années, l'opposition au gouvernement, à la politique pro-patronale du gouvernement, elle n'est pas venue de l'Assemblée. Elle est venue avant tout de mobilisation, elle est venue des Gilets jaunes, elle est venue en ce qui concerne la lutte contre la réforme des retraites, elle est venue d'une mobilisation importante. Vous ne croyez pas au rôle joué par François Ruffin à l'Assemblée ? Je pense que ce qui pèse, c'est quand il y a une mobilisation massive de centaines de milliers, de millions de travailleurs qui pèsent, qui se battent, qui s'organisent, qui se réunissent pour peser dans la rue, dans les entreprises. Et c'est ça qui peut peser contre le gouvernement, contre le patronat. J'approuve. D'abord, j'approuve qu'il n'y a pas de légitimité pour personne, ça va de soi, il y a une élection, c'est au peuple de décider. Et moi, j'approuve pleinement que les moments où je me suis senti fort dans mon mandat, c'est quand il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient dehors et qui poussaient avec les gilets jaunes ou avec, par exemple, la marée blanche sur les EHPAD. C'est des moments où on sent que les mêmes mots qu'on prononce à l'Assemblée nationale sont investis d'une force qui font reculer le gouvernement parce qu'il y a cette pression populaire. Et en effet, quelques élus là-haut qui se baladent tout seuls, si jamais ça ne bouge pas dehors, ça ne suffit pas. On va aborder le premier grand thème de ce débat, le pouvoir d'achat. Je rappelle tout d'abord ce chiffre. Dans la première circonscription de la Somme, 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté contre 14% au niveau national. Si l'on y ajoute les revenus modestes, on arrive à 51% de la population de la circonscription en situation de précarité. Et j'ajoute, Dominique, un chiffre également, celui de l'inflation qui atteint 5,2% au mois de mai et qui grignote un petit peu plus le pouvoir d'achat des Français. Pouvoir d'achat qui a été le thème de campagne présidentielle de Marine Le Pen. Nathalie Ribéiro-Billet, comment redonner du pouvoir d'achat aux habitants de la première circonscription de la Somme et aux autres ? Est-ce que ça passe notamment uniquement par une hausse des salaires ? Alors écoutez, j'ai vécu aussi avec un revenu de 500 €. Après, je me suis levée tous les jours à 6 h du matin pour un SMIC. Je sais ce que c'est et ce n'est pas que de la théorie pour moi de regarder les prix au kilo quand on va faire ses courses. C'est de l'expérience, c'est du vécu, c'est des choses qui restent. Aujourd'hui, oui, il y a éventuellement l'augmentation des salaires, mais c'est un effort à faire par les patrons, mais aussi un effort à faire par l'État, puisque cette augmentation, ce que proposait Marine Le Pen, c'est que cette augmentation ne soit défalquée des charges patronales. Il y a aussi, bien sûr, sa proposition sur le retrait de la TVA sur les 100 produits de première nécessité et aussi la baisse de la TVA sur les énergies de 20 à 5,5% qui pourrait bien sûr aider les familles et la revalorisation plutôt des retraites et des pensions qui pourraient en aider plus d'un sur la circonscription. Pascal Rifflard, Emmanuel Macron, à l'image du président des riches, comment compte-t-il aider l'ensemble de la population française ? Alors, pour revenir, Emmanuel Macron, je voudrais revenir quand même sur ce qu'a dit François Ruffin, sur les trois thématiques qu'il a abordées, les collèges, la Goodyear et les auxiliaires de vie. Et puis, je vais quand même lui rappeler un certain nombre de choses, c'est que
Il est arrivé parfois un peu à la fin de la bataille, quoi. Notamment pour les 3 collèges qui sont cités. Le débat était un débat interne au conseil départemental. On subissait des pressions qui étaient des pressions de l'État. Ce sont surtout les élus, les parents qui se sont mobilisés. Alors il est arrivé à la fin, a mis un coup de trompette, ça a très bien marché. Tant mieux, on va pas s'en plaindre. Mais c'est quand même pas réclamer la paternité de la conservation de ces 3 collèges. Je pense que c'est un petit peu exagéré quand même. Sur Goodyear, bon, c'était pas sa circonscription. Il y est allé, tout le monde y est allé. Hein. Goodyear ou Whirlpool, je voulais dire. Sur Goodyear, je parle de Goodyear. Vous avez commencé par Goodyear et après vous êtes allé à Whirlpool. Donc sur Goodyear, Whirlpool, vous êtes allé 2 fois sur ces sites. Ne dites pas que vous n'avez pas vu avec M. Wamen. Bon, vous êtes allé 2 fois. Excusez-moi. Vous êtes allé 2 fois sur ces sites. Plus de 2 fois. J'y étais à faire des barbecues merguez, mais alors c'était peut-être toutes les semaines. D'accord. Et donc vous êtes intervenu 2 fois sur ces sites. Encore une fois, les 2 bilans sont totalement négatifs de vos interventions. Vous avez attisé un certain nombre de rancœur, vous avez en effet suscité ce que vous savez très très bien faire, la colère, etc. Mais le bilan, il est en termes d'aide directe, on cherche encore. Troisièmement, sur les auxiliaires de vie. Sur les auxiliaires. Je trouve ça très culotté parce que le bilan de Macron sur Whirlpool, il vient 3 fois chez Whirlpool et 3 fois, c'est des licenciements assez terribles et ça se termine en porte-talonnade. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Macron. Vous inquiétez pas, Monsieur Macron. C'est peut-être celui qui a le plus fait pour cette région et depuis belle lurette. Sur les auxiliaires de vie, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, là. Vous avez découvert la situation difficile des auxiliaires de vie. Moi, j'étais président d'une association. Je le répète, j'étais président d'une association. J'ai fait des reportages là-dessus, simplement, j'ai eu l'occasion de le faire à l'Assemblée nationale. Pendant des années, on s'est battu. Président, ça veut dire totalement bénévole. J'avais 80 auxiliaires de vie, avec une convention collective qui datait de 30 ans. J'avais des auxiliaires de vie qui gagnaient entre 1 500 et 2 000 euros, parce qu'elles avaient 30 ans d'ancienneté, d'accord ? Un gouvernement a cassé ces aides, a transféré la compétence vers le conseil départemental de gauche. Je suis allé pleurer, je ne sais pas combien d'années. C'est quel gouvernement ? Ça a été médiatisé. C'est quel gouvernement, monsieur Rifla ? Le conseil départemental, c'était, vous savez très bien, c'était M. Manap qui était à l'époque. Attendez, ça a été extrêmement médiatisé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, M. Rifla ? Ma question, c'était qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Monsieur Ruffin s'approprie des dossiers comme ça. Il est encore une fois le sauveur. Je voudrais ramener des vérités. Le GIHP, ça a été extrêmement médiatisé. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Au terme de cela, le conseil départemental n'a pas voulu revaloriser, ce que fait maintenant Houssolier d'ailleurs, n'a pas voulu revaloriser la tarification horaire. Excusez-moi monsieur, mais il y avait 80 personnes qui allaient se retrouver au chômage. On a réussi par un travail extraordinaire et une collaboration avec les auxiliaires de vie à finalement que tout le monde puisse être classé. On a retrouvé de l'emploi pour tout le monde sans perte de salaire. Alors à un moment donné, il faut voir les gens qui font et les gens qui font du bruit. Emmanuel Macron, c'est le président de la République, d'accord ? Emmanuel Macron, il a amorcé quand même. Bon, c'est vrai que le Ségur, c'est en effet une révolution quelque part, parce que je suis médecin, je sais, je suis médecin, j'étais au contact, je sais la réalité de ce que c'est. Je travaille dans une maison d'accueil spécialisée, je travaille encore une fois avec 60 Monsieur Rifla, ça on en parlera tout à l'heure. Vous avez beaucoup d'avance sur vos concurrents, donc on va leur donner un petit peu la parole. Macron, je vous réponds. Donc là, Emmanuel Macron, dont je suis le candidat et dont j'assume le bilan, parce que c'est encore une fois le bilan le plus positif de ces dernières années. Mais si vous le voulez bien, tout à l'heure, on développera un peu plus. Pascal Scribe, pour vous laisser la parole par rapport à la question du pouvoir d'achat, qui est vraiment une préoccupation des Français à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on parle sur la circonscription 1. Je crois qu'aujourd'hui, le bilan de M. Ruffin, j'aimerais bien l'entendre sur la circonscription. Car aujourd'hui, le constat, il est désastreux sur la circonscription. Il y a 20% de chômage, vous l'avez dit tout à l'heure. On a plus de 60% des jeunes qui ont moins d'un BEP, d'un CAP. Qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes-là ? Aujourd'hui, c'est l'échec de l'école publique. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens, si vous voulez, de suivre en termes professionnellement ces enfants-là. Donc, en plus, sur la circonscription, il y a un actif pour un inactif. Et ça veut dire, un inactif, c'est un retraité et quelqu'un sans emploi. Et la question du pouvoir d'achat, comment on fait ? Le pouvoir d'achat, aujourd'hui, il est, je dirais, on doit, pour moi, il faut rehausser le net d'un salaire. Parce qu'avec la CSG, actuellement, il faut récupérer de l'argent. On ne va pas redemander aux entrepreneurs. Je suis un entrepreneur. On ne peut pas redemander aux entrepreneurs, encore une fois, quelque chose. Ce n'est pas possible. Donc, il va bien falloir que l'État donne un coup de main. Aujourd'hui, l'État, faut savoir que l'État, actuellement, son rythme de vie de l'État, actuellement, c'est 61% du PIB. Donc, aujourd'hui, 61%, mais c'est énorme. Depuis 40 ans, c'est 22% de plus, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait dans cet état-là ? Les Français croulent sur les impôts et les taxes. On croule.
Les gens ne s'en relèvent plus aujourd'hui, c'est pas possible. Donc pour vous, il faut baisser les impôts. Ben, évidemment. Pour moi, c'est la première chose, baisser les impôts et les taxes. Monsieur Baudry? Ouais, je crois que ce qui pèse beaucoup aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, c'est évidemment l'augmentation des prix. Et ça préoccupe beaucoup les travailleurs. Quand on voit les augmentations dans l'alimentaire, l'augmentation de l'énergie dont on a beaucoup parlé. Bon, mais tout ça, c'est l'inflation dont on parle, qui augmente beaucoup. Et c'est le résultat, je crois qu'il faut le rappeler, de la spéculation et du fonctionnement chaotique de l'économie capitaliste, de l'économie de marché. Mais ce qu'il faut relever aussi, c'est que la grande bourgeoisie, elle se débrouille bien pour ne pas en faire les frais de ce chaos. Et elle en reporte tout le poids sur les classes populaires. Là, les grands groupes... Vous voulez taxer les grands groupes, du coup? Je ne propose pas de les taxer. Moi, je crois que je crois que ce qu'il faut, c'est que... comment dire, l'exemple, on l'a. L'exemple, la solution, la voie qu'il faut qu'on suive pour se battre pour le pouvoir d'achat, on l'a, c'est ces derniers temps, ici ou là, il y a des travailleurs qui se sont battus, qui se sont mobilisés et qui ont imposé des augmentations de salaire. Et on a eu à Châtellerault, et on a eu à... Il y a des travailleurs qui sont en lutte actuellement à Safran. Amazon, il y a eu des débrayages. Il faut une augmentation générale des salaires. Et moi, je pense qu'il faut que les travailleurs, ils se battent, ils s'organisent, ils se mobilisent pour imposer, pour organiser des luttes collectives, pour imposer que pas un salaire, pas une pension, pas une allocation ne soit en dessous, qui ne soit inférieur à ce qui nous est nécessaire pour vivre décemment. Et ça, il faudra que ce montant, les travailleurs le décident eux-mêmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de l'ordre de 2 000 € net par mois, ce qu'il faudrait. Il ne faudrait pas moins. Et puis, par ailleurs, l'inflation, elle va continuer. Alors, pour empêcher que les patrons continuent à nous faire payer leur inflation, eh bien, il faudra que les travailleurs imposent aussi que les salaires suivent l'augmentation du coût de la vie. L'augmentation du coût de la vie, pas celle officielle annoncée par M. Macron ou son gouvernement ou le prochain gouvernement, mais l'augmentation du coût de la vie que les travailleurs ils pourront mesurer eux-mêmes en remplissant leur caddie ou leur réservoir au supermarché. Pour vous, François Ruffin, il faut taxer les grandes entreprises. Oui. Moi, j'ai amené ça. C'est l'évolution des 5 premières fortunes françaises sous le mandat de Macron. C'est-à-dire, quand on voit la courbe, elles ont triplé. On comprend pourquoi on les appelle les premiers de cordée, parce que c'est une falaise. Hein, et ça veut dire que le pouvoir d'achat, il y en a qui n'ont pas de problème pour s'acheter des jets et des yachts. Bon. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas que les gros là-haut qui accumulent des centaines de milliards d'euros, mais il faut que ça aille en bas pour les retraites, pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les salaires. Je vais prendre un exemple. L'essence, c'est le point clé. Total, sur 3 mois, 5 milliards d'euros de bénéfices. Pouyanné, PDG de Total, plus 52% l'année dernière. Et il n'y a pas un mot de Macron, il n'y a pas un mot du gouvernement sur « on va prendre l'argent à Total ». C'est ce que fait Boris Johnson en Angleterre. Il est de droite, il est libéral. Il vient de décider une taxe sur les profits en Angleterre qui va rapporter des milliards d'euros. Donc évidemment, je pense que là, on a affaire à des profiteurs de crise. Il faut les taxer. Et moi, je suis favorable surtout à une indexation des salaires, des minima sociaux, des retraites sur l'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les prix ont augmenté de 5%, et en vérité, en zone rurale, c'est plus que 5%. On est peut-être au double, parce qu'il y a plus de parts de fuel pour se chauffer et pour se déplacer. Eh bien, il faudrait que les salaires, les minima sociaux, les retraites augmentent de la même manière de 5%. Sinon, c'est ça qui est perdu en permanence par les gens, quoi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est simple, hein. La France est un pays riche, qui n'a jamais été aussi riche. Il y a un truc, il y a un mot qui est simple, c'est le partage. Il faut partager. Il faut qu'il n'y ait pas que les gros là-haut qui arrivent à avoir de l'argent, mais il faut que ça retombe pour les gens en bas, quoi. Alors le partage, on va l'évoquer à travers l'emploi. Prochain grand thème de cette émission. Dans la première circonscription, les employés et ouvriers sont plus nombreux qu'ailleurs. Et la désindustrialisation, synonyme de machines qui partent à l'étranger, est un phénomène hélas trop connu, du textile à partir des années 70 à l'automobile, plus récemment avec la fermeture de Goodyear à Amiens. Pascal Rifflard, vous qui soutenez la majorité présidentielle, est-ce que vous croyez la réindustrialisation possible? Alors, je suis en effet le candidat d'Emmanuel Macron. Je crois à la réindustrialisation. Je pense qu'il y a une conjonction des planètes qui fait qu'on a énormément d'événements favorables qui font qu'on peut croire à cette réindustrialisation. D'abord, on a une culture du travail ici en France. Deuxièmement, on a une stabilité démocratique qui fait que nous sommes extrêmement attractifs. Troisièmement, on a la capacité à transformer un certain nombre de friches, et ça c'est mon boulot actuellement au pôle métropolitain, pour mettre à disposition à des entreprises qui veulent venir s'installer ici, les moyens, et les hommes, et donc les locaux pour pouvoir le faire. Donc je pense qu'on a énormément d'éléments positifs. La crise est mondiale, on sent très bien que la globalisation de l'économie a montré ses limites, on sent très bien qu'il faut
qu'on a la possibilité de le faire, que c'est déjà amorcé. Grâce à Macron, au président Macron, c'est déjà fait. Alors, le souci, c'est qu'il faut quand même être un tout petit peu attractif. C'est-à-dire comme ce qui s'est passé, par exemple, à Amiens Métropole, où l'attractivité a fait qu'en très très peu de temps, finalement, toutes les niches industrielles se sont comblées et l'emploi a été très très rapidement obtenu. Enfin, ils ont eu de très bons scores en emploi sur le territoire. Il faut faire la même chose. Le souci avec la première circonscription, encore une fois, je comprends qu'on puisse être au bain des bois ou décapiter le capital, mais il faut être attractif, il faut rassurer un petit peu les investisseurs, il faut les faire venir ici, et bien sûr, en contrôlant, évidemment, c'est pas pour autant leur donner des deniers publics, mais il faut envoyer des messages positifs. M. Ruffin, il n'envoie pas des messages positifs. Les messages positifs qu'on peut envoyer, c'est maintenant qu'il faut le faire pour qu'on soit dans la course de la relance économique. Nathalie Ribéro-Billet, êtes-vous favorable à la libre circulation des travailleurs en Europe ? Eh bien, écoutez, je pense que c'est nécessaire, mais je pense qu'il faudrait favoriser les gens du secteur. Je crois vraiment en localisme. Et on a des valeurs ajoutées chez nous. On a des entreprises qui ont fermé, mais on garde du savoir-faire. Et je pense que si on poussait les jeunes à faire plus de contrats de professionnalisation sur des secteurs dans lesquels on recherche, on permettrait de créer de l'emploi vraiment dans le secteur où l'entreprise va se créer. Vous-même, vous venez du milieu agricole. Vous savez que les agriculteurs peinent à trouver des bras pour travailler dans les fermes. Tout à fait. Et je pense que peine à trouver des bras dans les fermes et des services de remplacement également. Donc, ils supportent tout. Il faut qu'ils sachent. Le problème de l'agriculteur, c'est qu'il faut qu'il sache tout faire. Il doit être électricien, réparateur, mécano, conducteur d'engins. Et on ne forme pas assez les jeunes aujourd'hui pour ce métier, qui, je pense, il faut rendre plus attractif. Et comment on fait pour le rendre plus attractif ? Par exemple, avec les salaires. Après, on peut pas faire subir l'inflation forcément aux... Les revenus agricoles sont très faibles pour de nombre d'agriculteurs. Vous-même, la ferme familiale, c'est 40 hectares, c'est très petit. Et tout à fait, exactement, et ça ne nous permet pas de vivre. Donc c'est plutôt une passion, en fait, l'agriculture, ça se vit. Alors c'est un emploi aujourd'hui qui se fait 7 jours sur 7 et qu'il faut aider, parce qu'aujourd'hui, ils font de la production. Et ils sont matraqués par tous les produits extérieurs qui ne sont pas faits dans les lois françaises, qui ne respectent rien. Donc en fait, vous avez des bons produits qui sont faits en France, dans nos régions, et on a des produits qui ne sont pas équivalents au niveau de qualité, qui sont vendus dans les grandes surfaces. Et moi, je pense qu'il faut vraiment revoir ce système et valoriser la production de la région pour tout ce qui est les services publics et pour aussi les marchés, les circuits courts. Faut améliorer tout ça. Ça peut aussi passer par l'enseignement. Pascal Scribe, vous le soulignez tout à l'heure, la proportion de travailleurs peu ou sans diplôme est supérieure dans cette première circonscription de la Somme. On ne va pas devenir la Silicon Valley avec des enfants avec un BEP, un CAP, et la moitié, c'est 20% des enfants qui n'ont même pas de diplôme. Donc il va falloir reformer les gens, les remettre dans des filières, mais les accompagner aussi avec les entreprises. Et les entreprises, il faut les faire venir dans des zones franches. Il va falloir remanier tout ça, dynamiser l'emploi, et ça va mettre du temps. Et parce qu'actuellement, on est tombé à moins de 11% d'industrie dans la circonscription. Donc aujourd'hui, oui, ces enfants, ils ont besoin d'aide et ça va continuer. Ça ne va pas rester là. Il faut faire une professionnalisation dans les métiers dans lesquels on a besoin. Je vois beaucoup dans certains lycées, ils favorisent certaines classes. Moi, je me souviens même des amis à l'époque qui n'ont pas pu choisir la spécialisation qu'ils voulaient parce que pas assez de place. Et alors que c'est des métiers dans lesquels on recherche. C'était la vente, le transport, dans lesquels les classes n'existaient pas. Je pense qu'il faut réfléchir à une ouverture dans les métiers où on a besoin de main-d'œuvre. Alors, le département mise sur la construction de plateformes logistiques. On va en voir une en image, un projet en cours à Amiens-Saint-Sauveur, 117 000 mètres carrés. Son promoteur promet un site bas carbone, sobre quant à la consommation d'énergie. Ces plateformes qui se multiplient, qu'est-ce que ça vous inspire, François Ruffin ? Moi, je n'ai pas envie que ma région devienne en gare de l'Europe. On était un lieu de production
Et faut dire ce qui est, c'est que pendant 40 ans, le libre-échange a fait partir nos usines vers l'Europe de l'Est ou vers l'Asie. Je dis toujours, moi, imaginons que la même chose soit arrivée aux députés. Et qu'on leur ait dit finalement, en Pologne, c'est 10 fois moins cher. Ou que la même chose soit arrivée à des ministres et qu'on dise qu'en Chine, c'est 50 fois moins cher. On aurait trouvé des solutions très vite pour résoudre ça. Donc on a laissé aller, le libre-échange a laissé partir les usines là-bas. Et aujourd'hui, on est en train de juste se transformer en gare de l'Europe. Moi, c'est une orientation que je refuse. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire toute logistique, c'est pas ça, mais ça ne doit pas être l'axe de développement majeur. Je pense qu'il y a un axe qui est la relocalisation d'activités productives. Moi, je suis pour une réindustrialisation et je pense qu'elle ne se fera pas sans une régulation des marchés mondiaux. Ça, c'est la première chose. Vous et êtes ensuite, clairement pour des barrières tarifaires? Oui, moi, je suis clairement pour qu'il y ait des barrières douanières. En effet, que ce libre-échange il soit régulé et qu'il n'y ait pas... Vous savez pourquoi on a maintenu, par exemple, une industrie du vélo en Europe? Parce qu'il y a eu des barrières douanières qui ont empêché que tout parte. Donc les quelques secteurs qu'on a réussi à maintenir, c'est bien souvent parce qu'on a instauré une régulation dessus. Il ne s'agit pas de dire que c'est de l'autarcie. C'est pas tout est ouvert ou tout est fermé, mais il s'agit de réguler ça. Et en effet, je pense que des barrières protectionnistes sont une nécessité. Maintenant, on a un certain nombre d'emplois, de services qui existent aujourd'hui sur le territoire. Juste avant de parler des emplois de services, une petite question. Le paradoxe de cette situation, de cette ouverture maximale des frontières, c'est que ça a permis de limiter l'inflation pendant des années. Pour un coût faramineux aussi, le coût environnemental, le coût humain, parce qu'on allait chercher des salariés moins chers ailleurs dans le monde. Même les Chinois se mettent à délocaliser en Afrique, par exemple. Mais ça a maintenu des prix bas pour nous. Mais comment on fait justement pour maintenir des prix bas dans un système dans lequel on remet la production chez nous, sachant qu'on est mieux payé et c'est tant mieux? Oui, mais d'abord, les produits sur lesquels il y a eu ce mécanisme-là, ça ne représente pas toujours l'essentiel du panier. Je veux dire, c'est l'AIFI, c'est un certain nombre de produits comme la voiture, ainsi de suite. Et je pense que là-dessus, oui, je le dis, il faut accepter un certain relèvement des prix lié au relèvement du prix des travailleurs. Il ne faut pas toujours jouer le consommateur contre le travailleur. Donc voilà un enjeu pour moi. Et après, je le redis, il y a quand même un certain nombre de métiers qui sont ici, qui ne sont pas délocalisables. Je redis sur les auxiliaires de vie sociale, je le dis sur les agents d'entretien, je le dis sur les assistantes maternelles, je le dis sur des métiers qui sont comme ça, des métiers qui apparaissent comme étant féminins, où aujourd'hui, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de revenu. Le revenu moyen d'une auxiliaire de vie sociale, c'est 684 € d'après le ministère du Travail. Et on leur fait faire des petits bouts de contrat le midi, Vous-même, vous avez le écrit soir. un long rapport parlementaire sur ce sujet. Aujourd'hui, une priorité pour moi, de la même manière que pour les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, c'est d'offrir à ces métiers qui sont des métiers populaires un statut, un revenu, des horaires, des salaires, une carrière. Pour moi, c'est un enjeu parce que c'est des millions de salariés qui sont dans ces secteurs-là, qui ne vont pas être délocalisés et on peut offrir un avenir et un avenir ici. Et à l'hôpital, il faut recruter massivement aussi, Monsieur Baudry? Oui, bien sûr. La situation, elle est catastrophique aujourd'hui dans les hôpitaux. On nous annonce une catastrophe là, cet été aux urgences. Et on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas vu venir. On le savait et le gouvernement est responsable de la situation dans laquelle on se retrouve. Maintenant, sur la question de l'emploi, je voudrais quand même dire que tout ce dont on discute depuis tout à l'heure, c'est quand même comment est-ce qu'on va attirer les entreprises, comment est-ce qu'on va protéger les entreprises françaises par rapport aux autres. Bref, c'est quel cadeau on va bien pouvoir encore faire au grand patronat pour qu'il daigne arrêter de supprimer des emplois ou qu'il daigne embaucher. Et ça fait des années, ça fait des décennies que tous les gouvernements successifs, ils font des cadeaux aux grandes entreprises. Et voyez la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc ça, évidemment, avoir un emploi, c'est quelque chose qui est vital pour les travailleurs, pour un salaire, pour la dignité de participer complètement au fonctionnement de la société. Mais je crois que moi, ce qu'il faudra, c'est que les travailleurs, ils se donnent comme objectif pour leur lutte collective, pour leur lutte collective, qu'ils se donnent comme objectif une mesure simple qui est la répartition du travail entre tous, sans perte de salaire. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où, d'un côté, vous avez des travailleurs qui s'enfoncent dans le chômage, pendant que d'autres, ils s'esquintent la santé, ils s'épuisent au travail à cause de conditions de travail qui s'aggravent, à cause des cadences qui s'aggravent. Alors ça, c'est le jackpot pour les capitalistes, mais c'est complètement absurde du point de vue des travailleurs. Donc en fait, c'est le contraire qu'il faut. Il faut partir des besoins des travailleurs, un emploi, un salaire décent, et puis il faut répartir le travail existant entre tous et toutes pour que chacune ait un emploi qui soit moins éprouvant. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut travailler moins pour travailler tous.
Pascal Scribe, vous qui êtes au RSA, vous nous l'avez expliqué en début d'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les demandeurs d'emploi à rebondir et à ne pas être laissés sur le bord de la route ? Le problème, actuellement, de toute façon, moi j'ai toujours été un entrepreneur, donc entreprendre, tout le monde ne peut pas entreprendre. Si on l'a dans soi ou on ne l'a pas. Il faut savoir aussi, parce que, excusez-moi, par rapport à ce qu'il disait monsieur, l'industrie a perdu 45% donc, de ses emplois en 45 ans. Donc c'est-à-dire que c'est colossal. Aujourd'hui, on parle des grandes entreprises tout le temps, mais ce qui fait vivre la France, c'est les PME. C'est les PME qui sont importantes. Parce que ces grandes entreprises-là, de toute façon, ne payent pas leurs impôts en France. Ils sont à l'extérieur. Donc aujourd'hui, par contre, on pénalise les PME, on pénalise les commerçants, on pénalise tous ces gens-là, les agriculteurs. Donc je crois qu'aujourd'hui, on ne comprend pas trop que les PME, c'est eux qui font vivre et qui embauchent. Ce n'est pas les grandes entreprises. Pour vous, Pascal Rifflard, la libre circulation, c'est capital pour que l'économie continue à fonctionner correctement ? Alors, en tout cas, je suis persuadé que les bonnes vieilles méthodes de régulation ne sont pas les bonnes, parce que de toute façon, elles seront toujours contournées, elles créeront d'autres marchés ailleurs qui vont être en concurrence finalement, et finalement, au terme, on sera les perdants. Simplement, on a montré tout à l'heure une zone qui était Argueuvre, bande du temps. Je voudrais rappeler quand même qu'à Flixecourt, il y a exactement la même chose, et Flixecourt, c'est un territoire que M. Ruffin connaît très très bien. Donc, là-bas aussi, on construit des mètres. Mais j'ai parlé du département. Voilà, mais là, c'est sur la circonscription. Donc, il se passe la même chose là-bas, un territoire que François connaît très bien. Oui, écoutez, en effet, il y a l'économie intelligente, c'est l'économie régulière, mais l'économie régulée intelligemment. Je crois que les barrières sont... une barrière, c'est une frontière, c'est jamais une bonne solution. Maintenant, ce qui est important, c'est l'emploi, c'est plein emploi, quoi. Il faut vraiment être dans cette démarche et il faut y arriver. On a, je pense, pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, réussi, en partie en tout cas, cet effort. On est tombé sur des chiffres qui sont tout à fait abordables. Il faut continuer dans cette logique sans pour autant avoir mis des barrières douanières extrêmement rigides qui paralysent l'économie. Vous savez, il faut toujours se méfier des barrières douanières. Ça a forcément des effets délétères. Bon, alors évidemment, je suis tout à fait d'accord pour que moi aussi je suis choqué quand je vois des revenus immondes. Enfin, je trouve ça profondément normal. Mais c'est pas moi. C'est pas la plupart des gens qui, comme moi, faisons vivre ce pays et qui sommes concernés. Les petits patrons que je rencontre ici à droite, vous savez, ce sont des petits patrons. Vous êtes un gros patron, mais là, eux, ce sont des petits patrons et ils sont pas du tout concernés par enfin, c'est pas ce qui les paralyse au quotidien. Ce qui les paralyse au quotidien, c'est en effet le manque de main d'œuvre, c'est le manque de qualification. Ça, c'est les vrais problèmes. Du boulot, il y en a. Il faut simplement permettre que encore une fois, les recrutements se fassent. Vous dites qu'il y a du boulot. Vous vous félicitez des chiffres du chômage du gouvernement. On a tristé quand on est à 7%, quand on est à 12%. Il y a encore plus 41% de radiation de Pôle emploi à cause de la réforme du chômage que vous avez imposée, ce qui veut dire des milliers de travailleurs dont la situation s'est dégradée. Vous appelez ça une amélioration du chômage. La réalité que je vois, c'est qu'ici, les chiffres ont baissé, mais les chiffres qui ont baissé, ça ne représente pas une amélioration pour les travailleurs au chômage. Tout le monde sait très bien que la situation s'est améliorée pour eux. C'est nier une évidence. Non. Le bilan de Macron, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais au niveau de l'emploi, je suis désolé, là, on est sur le quinquennat qui a le plus créé d'emplois depuis 20 ans. La catégorie A qui représente les travailleurs qui n'ont pas travaillé du tout dans le mois a baissé. Les catégories B et C ont augmenté. Ce que ça veut dire, clairement, c'est qu'il y a plus de précarité. Exactement. La grande transformation du marché du travail sous Macron, c'est quoi ? C'est 3 millions de micro-entrepreneurs en plus. C'est l'an dernier, plus 1,3 million, dont le revenu moyen est de 590 € par mois, qui n'ont pas le droit à la sécurité sociale, pas le droit à la retraite, pas le droit au chômage. Voilà la transformation. Vous oubliez le bouclier, vous oubliez les chèques, vous oubliez un tas de choses. Vous occultez l'emploi populaire. L'emploi populaire actuellement qui arrive à payer quelqu'un sans avoir sous Macron, c'est des subir les charges. Vous savez, lui, il en est content. L'emploi populaire sous Macron, c'est des petits bouts de boulot distribués. C'est Uber pour tout le monde. Voilà, et donc, non, nous, ce qu'on veut, je pense qu'on va partager ça, c'est que le travail, qui a une valeur travail, et qui a une valeur du travail, et qu'à partir de ce moment-là, il y a une garantie de statut, de revenus, qu'il y ait des horaires, qu'il y ait du salaire, et qu'il y ait la possibilité d'une carrière. Et pas que ça soit un marché qui démantèle le travail. On peut partager ça, ceci dit, je crois que ce qu'on partage peut-être pas, c'est la façon d'y parvenir. Non, parce qu'il y a quelque chose sur quoi je veux insister. Je crois qu'il faut que les travailleurs, on soit prêts à une chose. Quel que soit le gouvernement demain, y compris s'il y a une majorité de députés NUPES et si c'est Jean-Luc Mélenchon qui était Premier ministre, il ne pourra pas
s'opposer au patronat et imposer les mesures dont on discute ici, imposer les améliorations pour les travailleurs dont on discute ici. Il faut que les travailleurs... Parce que tous les grands partis, en réalité, excusez-moi, du RN à la NUPES, vous aspirez à gérer le capitalisme. Et vous aurez besoin des capitalistes pour gouverner. Et vous aspirez à vous arranger avec les capitalistes, à vous montrer responsable, raisonnable. Eh bien, nous, les travailleurs, on n'a pas besoin des capitalistes. Il faut qu'on les affronte. Il nous reste moins de 14 minutes. On va évoquer une question très importante maintenant, c'est la question environnementale. Le mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré en France, plus 3 degrés en moyenne et une pluie absente. Les maraîchers ont guetté la pluie pendant des jours. Des éleveurs ont donné du foin à leurs vaches parce que l'herbe était grillée dans les prés. On va voir ces images qui vont défiler. François Ruffin, notre maison brûle de plus en plus vite et nous continuons à regarder ailleurs. Oui. Jacques Chirac. Exactement. La haute autorité environnementale a énoncé là que la transition écologique n'est pas amorcée en France. C'est-à-dire qu'en un demi-siècle, on a vu la moitié de ce qui vit sous terre, sur terre et dans les airs disparaître. Et là, la haute autorité environnementale, et vous pouvez hocher la tête tant que vous nous dit que la transition écologique n'est pas amorcée en France. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut ? Pas en répétant une contre-vérité sans arrêt qu'elle devienne C'est pas moi, vous irez vérifier, je demande la VAR. Je demande la VAR, vous verrez la haute autorité environnementale. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? De toute façon, l'une des preuves qu'il n'y a pas de volonté de transition écologique, c'est qu'on a un gouvernement qui, aujourd'hui, n'a pas de ministre des Transports, n'a pas de ministre du Logement, alors que ce sont les deux secteurs à transformer de manière prioritaire pour avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre. Pendant 5 ans, moi, à l'Assemblée nationale et en commission des affaires économiques, je me suis battu sur quoi ? Je me suis battu sur la rénovation thermique pour les passoires. Vous savez, les passoires thermiques, c'est quand on chauffe autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, quand on met en route le chauffage. Pourquoi je me suis bagarré là-dessus ? Parce que je pense que c'est un dossier sur lequel c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant, évidemment, pour les factures des gens. C'est gagnant pour l'emploi. C'est gagnant parce qu'on émet moins de gaz à effet de serre et c'est le premier secteur. Et c'est gagnant, enfin, pour l'indépendance de la France parce que ça fait moins d'importation du gaz, moins d'importation du pétrole. Le bilan de Macron l'année dernière, c'est 2500 passoires thermiques en moins, d'après la Fondation Abbé Pierre, et M. Rifflard va vérifier ça. 2500, ça veut dire que comme il y en a 5 millions, il faut imaginer que pour venir à bout rien de ces passoires thermiques, il va falloir 2000 ans. Donc on voit très bien que ça ne fonctionne pas, ça. On ne peut pas laisser faire le marché, il faut un plan. Il faut un plan pour se demander comment on va faire pour le plus vite possible éliminer ces passoires thermiques. Et il en est de même pour comment on fait pour aujourd'hui passer le maximum de marchandises de la route qui émet le maximum de gaz à effet de serre vers un rail que le gouvernement a contribué à démanteler. Monsieur Ruffin, vous savez ce que c'est que l'AMSOM quand même, je présume. Madame Ribéro, vous savez, vous pouvez Madame parler du Ribéro bilan de est l'AMSOM. très en retard, on va lui donner la on n'est pas là parole. pour discuter du bilan de l'AMSOM. Attendez, le bilan... Non, c'est pas ça. Madame Ribéro est très en retard, on va lui donner la parole. Un gestionnaire d'intercommunalité, s'il vous plaît. Avec tout mon respect pour les gestionnaires d'intercommunalité, vous allez être député à l'Assemblée nationale et vous allez devoir faire des lois et gérer la nation. Vous prenez la parole. Madame Ribéro, vous qui êtes d'une famille d'agriculteurs, 40 hectares, ce changement climatique, vous le vivez sur vos terres ? Tout à fait, on s'inquiète en période de sécheresse, on s'inquiète en période de pluie, on s'inquiète au niveau des températures qui changent. On essaie d'adapter avec des semences plus adaptées, mais c'est sans précédent. Donc on essaie de s'adapter avec ce qu'on a, comme on peut, en imaginant faire bien, en espérant faire bien. Pascal Scrip, quelle place accordez-vous aux agriculteurs ? Actuellement, la place sur la Circo 1, il n'y a plus que 510 agriculteurs sur la Circo 1. En 40 ans, il y en a 4 fois moins. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être maintenant des plus grandes fermes. Mais de toute façon, on en a besoin et voilà tout ce que je peux dire. Aujourd'hui... Vous, Monsieur Scrib, auparavant, vous travaillez pour Total. Vous avez décidé de changer de métier. Pourquoi ? En 2015, avec l'Union européenne, où... il demandait à faire 40% de gaz à effet de serre en moins en 2030. Donc, à partir de là, je suis parti sur la maison bois, la maison autonome, ce qu'on appelle la biosourcée. Donc, j'ai créé un standard de construction. Voilà, dans la Somme. Et j'ai fait un pilote industriel. Et le problème de ce pilote industriel, c'est qu'il n'a pas suivi d'effet. C'est que l'écologie, encore, a du mal en France. Et donc, j'ai écrit à Macron, j'ai écrit à beaucoup de gens pour me suivre. J'ai trouvé qu'un business angel des forestiers Picard, qui m'ont donné un coup de main, j'avais 22 actionnaires,
Ils m'ont donné 319 000 euros. Moi-même, j'ai mis 200 000 euros. J'ai vendu ma maison pour créer ce business. Et tout est arrivé le Covid. Donc, on a été confinés le 17 mars. 17 mars, j'étais en pleine recherche d'argent pour continuer. On devait faire une ligne de production à Boutancourt pour accueillir 45 personnes. Et donc, le Covid est arrivé. Et je n'ai pas pu tenir la main de mon entreprise et j'ai déposé le bilan 5 mois après. Oui, vous n'aviez pas d'aide de l'État parce que vous n'aviez pas de bilan à présenter à ce moment-là. J'avais pas de bilan à présenter. On a fait le PGE, le prêt garanti par l'État. Et étant donné que j'avais des dépenses en tant que développement, études, j'avais des dépenses et pas beaucoup de fonds propres. Étant donné, donc voilà, je n'ai rien eu. Et puis j'ai été obligé de payer mes gens. Ça faisait 2 ans que je ne me payais pas. Et donc, on était obligé d'arrêter. Là, c'était obligatoire. Nathalie Ribéraud-Billet, quelle énergie privilégiée pour demain? Est-ce que vous voulez miser sur le secteur de l'éolien ou autre chose? Écoutez, le secteur de l'éolien, je pense qu'on peut dire stop. À un moment, on se promène le soir quand il fait noir dans les alentours d'Abbeville. On va voir des images dans le département, effectivement, il y en a beaucoup. Ouais. Et on a l'impression de se balader dans des aéroports. Ça clignote de partout, à droite, à gauche. Moi, je crois au nucléaire. Je crois au nucléaire sécurisé. Je pense qu'il faut miser, et surtout sur l'indépendance de la France au niveau énergétique, un maximum. Donc voilà, moi je vise le nucléaire. Alors le solaire également, mais le solaire pas au sol. Vous parliez des agriculteurs. On n'arrête pas de priver le secteur agricole de terre, que ce soit pour les constructions, alors qu'on pourrait peut-être éventuellement revoir pour réindustrialiser des vieilles usines. On n'arrête pas de reprendre les terres agricoles pour mettre des panneaux solaires. Après les panneaux solaires, moi je vous dirais que j'ai moi-même fait une mauvaise expérience. J'ai fait installer des panneaux solaires qui ne sont pas du tout rentables comparé au prix qu'on me les a vendus. Tout à l'heure, M. Ruffin parlait de passoires thermiques. Mais passoires thermiques, il faut peut-être aussi se méfier des entreprises. Les entreprises, ils ont beau être labellisées RGE, des fois ils font n'importe quoi. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout fait. Et de cupidité. Sur la question de l'écologie, je voudrais dire quelque chose. Parce que là, on discute de quelle technologie, etc. Il y a quelque chose, un problème de fond dont on ne discute pas. La situation, évidemment, elle est alarmante. Les scientifiques sont unanimes et on fonce dans le mur. En fait, on ne peut pas compter sur ceux qui dirigent cette société pour trouver et mettre en œuvre des solutions efficaces sur cette question. Parce que ils ne sont responsables que devant les profits des actionnaires. Je pense que pour trouver une solution à ces problèmes, il faut qu'on puisse planifier la production. Il faut qu'on puisse savoir de quelle technologie on dispose, de quelles ressources on dispose, de quels moyens de production on dispose, et qu'on coordonne tout ça. Et ça, c'est contradictoire avec la volonté des capitalistes, des patrons, de faire leurs affaires à l'abri du regard de la société. Alors une première étape pour pouvoir avoir toutes ces informations, ça sera quand les travailleurs, quand ils se mobiliseront et qu'ils imposeront leur contrôle sur les comptes et le fonctionnement des entreprises. Vous savez, sinon, on va continuer à se faire embrouiller par les grandes entreprises. Les journalistes, il y a des journalistes qui ont même trouvé une expression pour ça. Ils appellent ça la fabrique de l'ignorance. Voilà où on en est. Total, depuis les années 70, ce grand groupe savait que les dangers des énergies fossiles et les conséquences pour le réchauffement climatique. Et ils ont utilisé les compétences de leurs experts, non pas pour chercher des solutions, mais pour le cacher et relativiser ça. Alors, cette émission est presque terminée. Nous vous donnons donc tous maintenant l'occasion de parler directement aux électeurs. Vous aurez chacun 40 secondes pour les convaincre. Votre ordre de passage a été déterminé par tirage au sort et on commence avec Pascal Scribe. Bon, bonsoir. Donc soutenez Reconquête pour moi, nous avons besoin de vous. Reconquête, c'est un nouveau parti. Que la France reste la France. Et surtout, vive la France. Alors vous avez été particulièrement peu prolixe. Vous avez encore 30 secondes si vous avez quelque chose à ajouter. Écoutez, votez pour nous, surtout, votez pour nous. Alors ensuite, Jean-Patrick Baudry, je vous redonne la parole. 40 secondes pour convaincre les électeurs. Merci. Eh bien, je n'ai rien à promettre. Ceux qui prétendent qu'on peut changer les choses en votant bien nous trompent. Quels que soient les députés, quel que soit le gouvernement qui seront issus de ces élections, la politique menée sera en faveur des plus riches. Alors, travailleuses, travailleurs, nous faisons tourner tout ce qui fonctionne dans cette société, nous produisons toutes les richesses, nous n'avons aucune raison de nous faire petits. Il faut nous organiser et nous préparer aux luttes collectives à venir pour défendre nos intérêts de classe, sans nous diviser en fonction de notre sexe,
de notre nationalité, notre religion ou notre couleur de peau. L'avenir appartient à notre classe. Commençons à préparer ces perspectives en les affirmant nettement. Vous pouvez le faire en votant pour ma candidature. Bravo à vous, vous avez tenu le temps. La parole à Nathalie Ribeiro, à présent. À vous. Bien écoutez, je suis une amoureuse de la France, amoureuse de ma circonscription et amoureuse des gens. J'ai été élevée avec des valeurs qui étaient l'égalité pour tout à chacun, qu'ils habitent en ville, à la campagne, le respect, le travail et la valeur de l'argent surtout. Députée, je serai la députée du pouvoir d'achat. Je souhaite aussi mettre l'accès aux soins et aux services publics dans toute la circonscription, que ce soit dans des tout petits villages ou même des plus grands. Je veux aussi faire que toute la circonscription se trouve en sécurité. J'aimerais que les gens comprennent que je rencontre les mêmes problèmes qu'eux, que je suis comme eux et que donc je serai plus à même de les aider. Je suis la seule candidate qui sera à l'opposition à Macron et donc je vous demande un rassemblement, rassembler les abstentionnistes, les indécis et également ceux qui votent pas, qui n'ont pas voté pour Marine Le Pen aux présidences. Donc votez Nathalie le 12 et 19 juin. 10 secondes de plus pour vous. On espère que vos rivaux seront indulgents. Pascal Riflard, la parole à vous à présent. Bien, le vieux médecin que je suis vient de traverser la crise de la Covid. Ce fut une expérience extrêmement pénible pour tout le monde, pour nous aussi les médecins. On a été soutenus du début à la fin par un président qui s'appelle Emmanuel Macron, qui nous a permis de finalement éviter la catastrophe nationale. Le président Macron a supporté des crises inouïes pendant son quinquennat. Il a été réélu par le peuple français dans une grande majorité et avec une forte participation. Je suis le candidat de ce président Macron, je soutiendrai ce président Macron dans le quinquennat à venir. Je le soutiendrai en tant que médecin, en tant qu'homme de terrain, en tant qu'élu local. Et ma place sera, comme je l'ai toujours dit, à Abbeville, parce que c'est une ville que j'aime bien, où je tiendrai mon local de député. Pile poil, 40 secondes, vous pourriez devenir journaliste de télévision. On termine avec vous, François Ruffin, vous avez l'habitude. 40 secondes pour convaincre. Picard, c'est avec fierté que je vous ai représenté pendant 5 ans, que j'ai porté la voix des soignants, des enseignants, des ouvriers, des auxiliaires de vie sociale, des femmes de ménage. C'est avec fierté que face à vous, que Emmanuel Macron nomme ces gens qui ne sont rien. C'est avec fierté que je continuerai à porter votre voix à l'Assemblée nationale, que je me bagarrerai pour vous pendant 5 ans, par exemple, contre la retraite à 65 ans, parce que tous les métiers que je viens d'énoncer, souvent à 60 ans, on a déjà le dos broyé, et que ça va bien à 65 ans quand on travaille chez McKinsey ou qu'on est banquier. Et c'est avec fierté que je défendrai un droit au bonheur pour toutes et tous, et pas tout seulement pour les amis de M. Macron là-haut. C'est pour ça que vous avez demandé à ce qu'il vote contre le Rassemblement national au deuxième tour. J'ai rien demandé, vous me regarderez, je n'ai demandé ni l'un ni l'autre pour le vote à la présidentielle. Vous vous en doutez, chers téléspectateurs, le débat va se poursuivre après cette émission qui est hélas déjà terminée. On avait beaucoup d'autres questions à poser à nos invités, mais ce sera pour la suite de la campagne qui se poursuit avant le premier tour. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission avec nous sur France Bleu. Émission qui sera rediffusée à 23h10 ce soir et que vous retrouvez évidemment sur notre site France 3 Hauts-de-France. De larges extraits sur France Bleu Picardie. France Bleu Picardie dès demain matin, exactement, entre 7h et 9h. Et puis vous continuez à animer la campagne, vous aussi. À très bientôt. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. La suite de vos programmes sur France 3 Hauts-de-France.